Bonjour. Merci beaucoup à tout le monde qui a fait possible tout ça. J'ai besoin de dire que c'est la première fois, de vérité. Mais je pensais qu'il est plus utile de faire un effort de plus, un effort, mais de participer plus au débat et être compris un peu plus que si je fais ma communication en anglaise. Donc, si en quelques moments vous voyez que ça est incompréhensible, s'il vous plaît, m'avisez. Donc, en même temps, je vais faire un autre disclaimer pour le fait que comment la recherche de Hilaria, c'est une recherche que je suis en train de commencer. J'ai travaillé sur le Gnawa seulement pendant les dernières années et demie. Donc, je présente ici seulement des choses que je pense que sont des hypothèses de travail, mais que je pense que peut être utile pour le débat et pour tout ce qui viendra et possiblement pour des autres rencontres qu'on va faire dans le futur, j'espère. Donc, mon travail de recherche, je suis un anthropologue. Donc, ma propos, il vient de l'idée de voir qu'est-ce qui se passe avec la relation entre le Gnawa et la ville. Le Gnawa et les déplacements, en même temps les déplacements urbains dans une ville et les déplacements transnationaux, transfrontières avec la migration. Je pense qu'il y a des choses qui se peuvent retrouver dans les deux mouvements dans l'espace. Je dis que l'espace est la chose à laquelle je suis plus intéressé dans tout ça. Mais il est aussi important de dire que dans toutes nos études, nous sommes très habitués à fragmenter et parcelliser les phénomènes, surtout les phénomènes sociaux. Donc, par exemple, sur le Gnawa, il est très facile de trouver des gens qui s'intéressent pour la musique, des gens qui s'intéressent pour l'aspect rituel, ou des gens qui s'intéressent pour les aspects spirituels, économiques, de tout ça. Et je pense que, spécialement dans les phénomènes Gnawa, tout ça nous ne porte à rien, parce qu'il est précisément pour l'organicité de tout cet aspect qui se mélange ensemble que sortent les phénomènes de Gnawa. Donc, ma recherche, il va beaucoup en la direction de voir quelles sont les transitions entre les aspects que nous sommes habitués à voir comme dichotomiques. Donc, je suis un anthropologue. Je ne sais pas si vous savez la différence entre les anthropologues et les sociologues. Il y a peu de gens qui savent ça. Il y a bien peu de définitions de ça. Ils sont deux disciplines bien différentes et il n'y a pas une définition claire. Il y a une façon de l'expliquer que j'aime beaucoup, que la sociologie s'intéresse de ce que la gens disent et l'anthropologie s'intéresse de ce que la gens ne disent pas. De toutes les choses qui ne sont pas dans les discours des gens, dans la auto-représentation des gens. Aide-moi, quelquefois avec les mots. Non parce qu'il y a des choses cachées. Peut-être parce qu'il y a des choses très évidentes que les gens ne disent pas parce qu'elles sont claires. Donc les anthropologues, avec un instrument, un outil, son outil principal, qui est la comparaison, ils trouvent quelles sont les choses que les gens nous disent par quelques raisons. Et toujours ces choses ont à voir avec le contexte. Donc, quand on parcellise le savoir et extrait les éléments musicaux, les éléments spirituels, c'est qu'on décontextualise les textes dans son contexte. Et je pense que de la relation entre texte et contexte, que surtout, parce que, bien, je vais dans un plan théorique qu'on va voir dans la pratique. Donc, mon point de départ est la ville. Il y a une chose qui est très évidente, mais qui ne sort presque jamais dans les études de la Gnawa. Le Gnawa est un phénomène urbain. C'est une chose qui se présente presque toujours dans les grandes villes. Il y a peu de Gnawa dans les campagnes, il y a peu de Gnawa dans l'Arabia, dans les régions rurales du Maroc. Il y a des autres styles musicaux, des autres confréries, des autres histoires, des autres choses, mais il y a peu de Gnawa. Les Gnawa utilisent comme espace central surtout les
centres historiques des villes marocaines. La plus importante est Marrakech, mais aussi on trouve beaucoup de Gnawa dans les centres historiques de Rabat, de Casablanca. Ça, c'est une chose que, c'est évident, non? Mais il donne lieu à des choses très importantes aussi pour voir comment la Gnawa se déroule dans la diaspora européenne. Donc, la ville a été le centre de ville, toujours, non seulement au Maroc, a été relationné toujours avec les mélanges des classes sociales, l'arrivée des étrangers, les lieux où se trouvent tous les secteurs de la population. Cet retrouvement, toujours dans l'Europe comme dans l'Afrique, sont donnés beaucoup plus dans les centres historiques des grandes villes. C'est compréhensible ce que je dis? C'est bien. Donc, dans le cas de la Gnawa, vous savez que la Gnawa, je parle de la Gnawa comme un phénomène. Je ne parle pas comme un événement culturel. Donc, il y a cette histoire de l'origine de la Gnawa, d'une diaspora, de la déplacement forcé des esclaves de l'Afrique occidentale jusqu'au Maroc. Donc, quel est le lieu où les gens qui ont été déplacés cherchent pour reconstruire des identités dans un nouvel contexte? C'est le centre des villes. Il y a des parallèles à ça avec beaucoup d'autres situations. Par exemple, ce qui dans les États-Unis s'appelle le Underground Railroad. Donc, les esclaves qui fuyaient des plantations du Sud se retrouvent dans les villes du Nord et ils créent de nouvelles sociétés à partir de son propre déracinement. Non? Donc, dans les centres-villes, les ghettos afro-américains, ils sortent de ce déracinement. Ils sortent de cette tentative de reconstruire quelque chose, quelque communauté dans un autre lieu, surtout dans un lieu hostile. Non? Dans le cas des États-Unis, ce qui sort de cette tentative est le jazz. Non? Le jazz est le produit d'un déracinement et d'une tentative de réracinement, de replacement dans un milieu urbain. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le Gnawa, au moins pour moi, il y a un parallèle intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses dans les rituels Gnawa qui témoignent de ce caractère urbain. Par exemple, dans les mots, dans les paroles de la lettre des chansons, on a beaucoup de références au marché, le marché des esclaves, mais aussi le marché en général. Et les marchés, bien, il y a beaucoup de marchés ruraux au Maroc, mais les marchés urbains, bien, la ville est liée à le naissement de la ville, est liée au marché. Un autre élément qui sort beaucoup dans les lettres de Gnawa est l'abattoir. L'abattoir n'est pas un emplacement rural, un emplacement urbain. Il y a des autres choses, par exemple cette référence al Bouhali, qui s'appelle des voyageurs sans argent, qui voyagent d'une ville à l'autre pour demander de l'argent. Ce sont des choses qui peuvent apparaître dans les campagnes, mais elles sont très urbaine comme phénomène. Le Bouhali est une figure très importante de la Gnawa. Donc, dans les villes marocaines, et spécialement dans la ville de Casablanca, qui est le lieu que j'ai étudié plus, et dans la vieille Médina de Casablanca, je pense que le Gnawa a servi comme un dispositif d'agrégation. Ils servent toujours, ils servent maintenant comme un instrument avec lequel gens dispersés se retrouvent, ils forment quelque chose, quelque forme de communauté nouvelle qui ne regarde pas trop à les différences des pouvoirs d'achat, les différences de classe sociale, les différences de pouvoir. Non? Dans cette subculture, dans le monde de Gnawa,
il se crée de nouveaux liens, de nouvelles relations qui ne sont pas les relations de la société normale, habituelle. Donc, cette capacité d'agréger, comment tu peux dire, de rassembler les gens est pour moi la fonction principale de la Gnawa, avant et maintenant aussi. Donc, c'est une chose que peut-être les gens te disent comme une chose normale, évidente, mais pour moi, n'est pas évident parce que tout ça se peut dérouler s'il y a des espaces qui sont adéquats, et sont adaptés, comment je peux dire, adéquats à le déroulement de cette fonction sociale d'agrégation. Donc, peut-être, on n'a parlé pas beaucoup ici de la question des esprits qui sont un aspect fondamental de la Gnawa, mais parler des esprits n'est pas trop facile, parce que ce sont des choses qui ne se peuvent pas voir, donc je ne peux pas illustrer. Les esprits sont invisibles par définition. Mais c'est important de dire qu'il y a tout un courant d'anthropologie maintenant qui a découvert, pour ainsi dire, que les phénomènes des esprits, ils sortent beaucoup, ils grandissent, ils se développent beaucoup dans les milieux urbains et dans les milieux de déracinement. Donc, l'autre exemple clair est les religions afro-caribéennes, non? Qui ont le voodoo, le candomblé, la santeria. Ils sont des religions qui viennent d'Afrique occidentale, se déplacent dans l'Amérique centrale et tout le monde spirituel qu'il construit se construit à partir du déracinement. Non? Donc, un autre exemple qui est moins connu est un exemple que peut-être quelqu'un de vous a écouté parler d'un réalisateur de cinéma, de vidéodocumentaires des années 60 qui est Jean Rouch, qui a travaillé beaucoup, qui a fait une vidéo très fameuse sur les Hauka, qui est un rituel de possession à Ghana. Donc, peu de gens savent que les Hauka qui performent ce rituel, qui sont possédés par des esprits et tout ça, sont les immigrés de Niger qui ont arrivé à Ghana et dans un contexte hostile expressent sa difficulté d'intégration avec les dispositifs de la possession. Et aussi, il est en forme de rassembler son identité dispersée, il est réintégré dans un autre contexte. Non? Donc, je pense que ça est très important d'être présent dans l'étude de la Gnawa en général. Donc, dans la Médina de Casablanca, qui est l'espace que j'étudiais, je pense qu'il y a des caractéristiques spatiales qui font possible que ce dispositif fonctionne bien. Donc, bien, la Médina est un lieu important pour la Gnawa. Il y a même une petite rue qui s'appelle Derb Gnawa, la rue de Gnawa. Donc, dans cette rue, ils vivent beaucoup de Gnawa, beaucoup de Malim, de maîtres, beaucoup de Mokaddemat, de sacerdotisses, je peux dire. Et dans les mois de Chaban, tous les Gnawa de Casablanca recordent qu'ils faisaient des processions. L'Ada, cette procession, ils la faisaient d'une maison à l'autre pour se visiter l'un avec l'autre. Donc, la célébration des rituels est une chose qui rassemble toute la communauté. Mais aussi, il y a une chose que je trouve très intéressante. Bien, la Médine est un lieu où il y a les portes, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de travail, mais même il y a un lieu où des gens qui n'ont pas de ressources peuvent trouver travail et tout ça. Mais même, il y a une chose qui est la possibilité de passer très facilement d'un espace, je n'aime pas dire public-privé, toute cette dichotomie, je ne l'aime pas beaucoup, mais d'un espace de se montrer à la reste de la ville, peut-être une place. Dehors de la ville, il y a une porte qui s'appelle Bab Marrakech. Devant de sa porte, il y avait une place très grande qui est semblable à la place de Marrakech, Jemaa el-Fna. C'est le lieu où les Gnawa se montrent, non? Au public, à la gens. Et elle capte des personnes et très facilement, il les porte, il les peut porter dans les rituels. Les rituels se déroulent toujours dans des espaces qui ne sont pas privés, mais ils sont cachés. Ce sont des espaces qui sont
un peu moins accessible que l'espace de manifestation. Non? Donc, cette proximité entre l'espace des montres et l'espace des caches, je ne sais pas si ce mot peut être utilisé comme ça, mais je pense que cette proximité, cette facilité de transition d'un espace à l'autre, c'est ce qui me fait fonctionner le rituel bien. Donc, pour faire une pause, parce que c'est difficile pour moi, j'ai porté ici 2 vidéos de Gnawa dans la Médina, Gnawa dans la Médina de Casablanca. Elles sont 2 fêtes, de processions dans un contexte totalement non sacralisé religieux. Il y a seulement un festival. Mais il y a une chose que je vais ajouter maintenant. Mes premières... Comment? Donc, c'est aussi, il est seulement un contexte de fête, mais cette construction, derrière, il y a un sanctuaire, il y a une tombe d'une sainte. Donc, la fête se déroule d'une forme totalement publique, je veux dire, mais il y a quelque chose caché derrière. Et je pense que cette transition constante, je n'appelle pas public et privé, je l'appelle off-stage, caché, et on-display, montré. C'est un livre d'un anthropologue qui explique beaucoup comme il y a toujours cette dynamique culturelle dans beaucoup de manifestations. Donc, par exemple, maintenant, on a les festivals on stage, on display. Il y a les lilat off stage, non? les rituels. Donc, maintenant, il y a un autre dispositif en action. Les choses changent et ce qui passe dans cet espace où il y a toutes ces caractéristiques est un autre dispositif qui est un dispositif contraire, un dispositif de désagrégation qui s'appelle Urban Renewal, la rénovation urbaine. Dans la Médina de Casablanca, il est frappé pour des grands projets de développement néolibéral et tout ça, qui ont beaucoup d'implications sociales, politiques, économiques, tout ça. Il y a cette grande mosquée qui s'est construite il y a 20 ans dans le côté de la Médina. Ils ont ouvert cette grande boulevard qui s'appelle l'Avenue Royale. Donc, vous peut-être connaissez le terme gentrification. Donc, la gentrification, elle a toujours cet effet de désagréger les communautés. Il y a des racines coloniales dans la gentrification. Le colonialisme a toujours désagrégé la communauté. Les juifs ici, les musulmans ici, les chrétiens ici. Maintenant, la gentrification fait la même chose. Les riches ici, les pauvres ici. Le Gnawa a toujours fonctionné dans le mélange de tout cet élément dispersé de la société marocaine. Dans les nouvelles quartiers, où les gens sont transférés et déplacés pour les transformations urbaines, il est bien plus difficile, non pas avoir des espaces de se montrer ou avoir des espaces de se cacher. Ce qui est difficile est la transition entre l'un et l'autre. Donc maintenant, dans cette ville nouvelle, il y a beaucoup de Gnawa. Le Gnawa est en train de crescer beaucoup, de grandir, mais avec une fracture, je pense, c'est ma hypothèse, bien plus grande et une difficulté bien plus grande de passer de l'espace du festival, de la manifestation, de se montrer à l'espace de l'intimité culturelle, de l'ilat, du cachet ou du rituel, je veux dire, de l'espirituel. Il est précisément de cette transition qui faisait fonctionner le rituel. Donc, pour être moins rapide, j'avais pris ces 2 vidéos d'une lila, c'est Mahmoud Filali, assis là, dans un lila, et Mahmoud Filali dans l'étage, donc dans les scènes. Donc, pour moi, je pense que même en observant les évolutions, les développements de la Gnawa dans la diaspora européenne, on a besoin de toujours, ou peut-être dans beaucoup de situations, d'observer comment se déroule cette transition. Je vais très rapide, très vite. Il y a 2 cas de diaspora que je suis en train d'analyser. Un est dans Barcelone, le Malem Abdel Al-Gourd, qui est un personnage extraordinaire à Barcelone.
Et c'est vrai qu'il y a des occasions rituelles qui se déroulent dans la ville de Barcelone, mais ils sont bien plus cachés, bien plus loin de la visibilité publique de comment a été au Maroc. Dans le cas d'Italie, il est bien plus difficile parce qu'il y a peu de Gnawa en Italie. Tous les Marocains en Italie, surtout à Rome, ma ville, ils viennent d'une région du Maroc où il y a peu de Gnawa. Beni Mellal, Khouribga, tout ça, il n'y a pas beaucoup de Gnawa. Donc là-bas, il y a une grande difficulté pour trouver des espaces bien pour se présenter dans un scénario, bien pour réaliser des rituels. Il était en ce contexte qu'un malem que je connais à Rome, Malem Abdelrazak Telmi, il m'a fait ce parallèle, il m'a dit, nous se trouvons exactement comme quand les esclaves sont arrivés au Maroc. Nous ne savions rien, nous ne savons pas comment nous retrouver ensemble. Donc je pense que cette décontextualisation et cette difficulté de créer une nouvelle relation avec l'espace est une des choses que, en même temps, font difficile le déroulement de la Gnawa, mais ils font aussi possible qu'il y a nécessité de se développer. Donc je pense que la dernière image que je peux mettre ici, il vient d'une vidéo d'un groupe marocain que je n'aime pas beaucoup. Il est très connu, mais Fener s'appelle. Mais ils ont fait une vidéo, on a mis une image que je pense qu'elle est molt importante. Et les maximes de la décontextualisation, un astronaute avec un gimbri. Comment les racines culturelles, les instruments traditionnels plus importants, plus symboliques, ont été complètement décontextualisés, soit pour les déplacements urbains, les changements des milieux urbains en Maroc, soit pour les diasporas dehors du pays. Et j'espère que vous avez entendu quelque chose de ce que je dis, mais plus ou moins, c'est tout ça que je voulais porter ici. Merci beaucoup. Félicitations pour cette première présentation en français. De mon point de vue, c'était super clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, du coup, s'il n'y a pas de questions, j'aurais voulu te demander, donc les esprits, d'après certaines théories anthropologiques, c'est un phénomène principalement urbain. Mais moi, quand j'étais au Maroc, les principaux endroits où on m'a emmené dans les grottes dans lesquelles il y a des personnes qui rentrent en transe, en contact avec les esprits, c'est principalement hors des centres urbains. Et du coup, je ne comprends pas très bien d'où vient la théorie des esprits urbains. Enfin, voilà, si tu peux peut-être... Bien, je pense qu'il y a une différence entre où un phénomène se réalise et quelles sont ses références géographiques. Donc, il peut être beaucoup de phénomènes qui se déroulent dans un ambiance urbain ou dans un milieu urbain, mais qu'ils ont comme référence des espaces loin des lieux où se déroulent. Par exemple, à Casablanca, il y a ce lieu qui est dehors de la ville, qui est le sanctuaire de Sidi Abderrahman, dans les plages de Casa. Donc, ça est précisément aux marges de la ville. Et je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire de ce phénomène très étrange que sont les esprits, est précisément qu'ils sont toujours dans les marges, toujours dans les points où notre catégorie ne fonctionne pas, parce qu'ils ne sont ni pas d'un côté, ni pas de l'autre. Donc même ces lieux que tu dis, ils ne sont pas totalement ruraux. Ils sont toujours ruraux avec des caractéristiques urbaines qui se mélangent avec eux. Je ne sais pas si ça... Mais ce sont toutes des hypothèses, hein? Parce qu'au Maroc, tout est très étrange, tout est très difficile de cristalliser, parce que les choses s'échappent toujours de notre compréhension. J'ai une petite question qui est un peu intéressée parce que j'ai vu une relation avec ce que je suis en train de demander aux musiciens. Et je trouvais très intéressant que tu présentais Malem Filali sur scène et dans les rituels. Est-ce que tu as demandé directement
aux musiciens, aux participants, quelles sont les différences sur scène ou dans le contexte rituel. Et comment, et si tu l'as fait, comment est-ce qu'ils ont répondu? Mais j'ai besoin de dire, première, que j'ai toujours demandé tout à tout le monde. Mais ce que les gens disent, pour moi, est intéressant aussi pour les confronter avec ce que je vis. Donc, Oui, cette introduction que j'ai faite, les anthropologues s'intéressent pour ce que les gens ne disent pas. Donc, qu'est-ce que les gens disent si je leur demande quelle est la différence entre être on stage et être off stage, être on display? Je pense qu'ils sont des choses évidentes parce que tous les musiciens savent quelle est la différence entre être dans le scénaire et hors de le scénaire. Mais peu de musiciens ont réfléchi, je pense, sur quelles sont les conditions ambientales, les conditions du milieu qui font possible les passages d'un côté à l'autre. Et même la majorité des musiciens n'ont pas besoin, des musiciens des autres styles musicaux qui n'est pas le gnawa, n'ont pas besoin d'une chose aussi importante qui se déroule toujours off stage, les lilat. Non? Dans les styles marocains, je ne sais pas, l'Aïta ou même l'Andalous, je suis sûr que les musiciens ils jouaient dans sa maison, mais ce qu'il passe dans cet espace personnel, familial, n'est pas aussi importante comme dans le gnawa. Dans le gnawa, ce qu'il y a dans la lila, il est bien plus important que ce qu'il y a dans le scénaire. Non? Je demande. Dans le scénaire, il est important, mais il y a toujours une référence à ce qui est caché. Non? Et même, ça n'est pas caché parce qu'il est secret. Il est seulement caché parce qu'il est sa caractéristique d'être secret. Tu ne peux pas faire un lila dans un scénaire. Il n'est pas correct. N'est-ce qu'il y a des choses secrètes qui ne se peuvent pas voir. Mais il y a des espaces qui nécessitent des caractéristiques. Donc, je pense que ce sont les typiques choses évidentes que peut-être quelqu'un qui a vécu toujours dans le monde de la gnawa ne dit pas. Parce que c'est évident. C'est évident. Donc, si par exemple, il y a des lilas publics dans les festivals Njouma Gnawa à Casablanca, ils ont fait une lila entière presque dans une place. Bien, toutes les chansons, tous les encens, tous les éléments du rituel. Mais tout le monde sait que ça n'est pas un rituel, c'est un spectacle. Même si toutes les choses sont en lieu. Parce que le contexte qui est important. Donc, quand quelque chose est montré, ne peut pas être un lila. Je pense, c'est ma sensation. Mais c'est intéressant si les musiciens peuvent dire un peu quelque chose. Je parlais de la distance, la différence entre ce qu'il passe dans les scénarios et ce qu'il passe dans les maisons où se déroule le lila. Bonjour. Oui, tu as raison, normalement. Le lila, ce n'est pas comme la scène, c'est différent, mais normalement, il y a des maîtres qui ils jouent le lila et ils refusent de jouer sur scène. Et il y a des maîtres qui refusent aussi de jouer avec les autres musiciens qui jouent par exemple la guitare ou la basse ou tout. Donc chacun qui voit cette truc différent. Et pour moi, avant, je suis comme ça aussi. J'aime bien de jouer juste dans le lilas traditionnel et tout. Et après, je joue avec des musiciens français et j'aime bien et je sens beaucoup de choses mieux que le lilas. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Myriam, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est juste pour... Est-ce que pour toi, si j'ai bien compris, la lila n'est pas une mise en scène? Attends. C'est une scène. Attends. La lila, non? Il y a une arhaba,
Donc vraiment, il y a un espace de danse sacré où les gens se donnent à voir. Et ce qui donne à voir est compréhensible, certes, pour un tout petit, un petit nombre d'initiés, d'adeptes, mais leurs gestes sont signifiants. Ils disent quelque chose, ils tiennent un discours. Mais c'est pour ça que les dichotomies ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que je n'utilise pas la distance entre public et privé. Parce que, pour un côté, la lila, il est caché, mais aussi un spectacle, et aussi une mise en scène, mais une mise en scène cachée. Et en même temps, les concerts, il est aussi un rituel. Il est un rituel d'un autre type. Non? Toutes les choses ont toujours un besoin de cette transition entre les deux espaces. Et je pense que ce dispositif mort quand il se polarise trop. Non? Cette distance entre ce qui est rituel et ce qui est public, je peux dire, performatif, tout ça, c'est grandit trop cette distance. Mais la mise en scène, il est propre de toute la vie sociale. Maintenant, c'est une mise en scène. Non? Tous nous, on sommes en train de faire une mise en scène et un rituel en même temps. Non? Donc, je pense que notre pensée de catégoriser beaucoup les choses d'un côté et l'autre, qui nous empêche de voir les esprits. Non? Les esprits trans, l'origine de la parole, transition. Non? La transition entre un espace et l'autre est ça qui fait visible les esprits. Mais ça, c'est de la théorie, je ne peux pas vous porter ça ici. Oui. Question. Oui, je veux juste poser une question pour vous. Si vous connaissez le lilas de Juif. C'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, mais... Bien, je n'ai jamais vu les septines. Jamais vu un lilas où il y avait la partie du juif. Mais je peux dire que toujours dans les discours que j'ai eus avec les Gnawa, toujours ils ont mentionné l'existence des juifs, l'existence des genoux juifs, des lilas juifs et des septines, non? C'est le mot. Et je pense que ça, c'est une des choses qui m'a fait penser que les Gnawa sont un dispositif d'intégration. Parce qu'il y a les musulmans, les juifs, toutes les choses qui font partie de la société marocaine, ils viennent ensemble. Donc même les juifs qui ont souffert une exclusion sociale terrible dans le Maroc récemment, mais bien, ça aussi est compliqué, mais ont une partie dans le monde gnawa. Et même l'organisation du festival gnawa, le maître, il est un des représentants plus connus de la société juive. Je pense que ça est très intéressant, non? Azoulay, André Azoulay. Non? Tu voulais dire quelque chose sur les juifs? Ça va.